Grand 3. La stimulation des émotions positives. De nombreuses interventions thérapeutiques visant à stimuler les émotions positives sont centrées sur l'augmentation de la fréquence de survenue d'événements agréables. Cette approche est préconisée par exemple dans les thérapies comportementales et cognitives, où globalement la participation à des activités qui procurent du plaisir et optimisent un sens de la maîtrise est systématiquement préconisée. Autre avantage, la mise en œuvre de comportements adaptés a un effet positif sur les cognitions, y compris les réflexions portées sur soi-même, le monde et l'avenir. Par exemple, étant donné que les sujets dépressifs ont souvent perdu de l'élan vital et qu'ils sont pris dans un cercle vicieux, des pensées négatives engendrant des comportements négatifs et inversement, les stratégies comportementales sont généralement mises en œuvre avant les stratégies cognitives pour motiver les patients et les engager dans une dynamique stimulante. Petit 1. Le suivi d'activité. Le suivi des activités est une technique au moyen de laquelle l'individu surveille la façon dont il emploie son temps. Par exemple, les patients dépressifs ont souvent un niveau d'engagement très limité dans les occupations qui leur procurent habituellement un sentiment de plaisir, de joie ou d'épanouissement. Le thérapeute propose donc au patient de dresser la liste des actions qu'il a réalisées au cours de la journée. Parallèlement, ce dernier doit noter sur une échelle de 0 à 10 le degré de plaisir, P, et de maîtrise, M, que lui a procuré chaque activité, ainsi que le niveau global d'humeur, là encore de 0 à 10. Un formulaire est généralement utilisé pour effectuer ces enregistrements tout au long de la semaine. Le patient est invité à remplir ce formulaire et à le rapporter à la séance suivante pour l'étudier en détail avec le thérapeute. Ce dernier doit orienter la discussion afin d'améliorer l'intérêt du sujet pour ce type d'activité ainsi que la fréquence de réalisation. L'objectif est également d'insister sur l'association entre un type d'humeur et un type de comportement. Cet exercice peut également aider le patient à identifier les tâches qu'il apprécie s'il est livré à des activités agréables. Il peut être utile de lui demander « Y a-t-il eu des moments où vous avez éprouvé du plaisir ?» ou encore « Quel type d'activité vous a procuré le plus de plaisir ?» Petit 2. Le calendrier d'activité. Les données de base collectées grâce au formulaire de suivi d'activité vont aider à réaliser l'exercice comportemental suivant. La planification d'activité. Cette planification est un processus par lequel le soignant et le soigné travaillent ensemble de manière structurée pour identifier et programmer tout au long de la semaine les tâches spécifiques qui procurent au patient un sentiment de plaisir ou d'accomplissement. Certaines de ces activités peuvent avoir été découvertes ou redécouvertes au cours du remplissage du formulaire de suivi. Cependant, de nombreux sujets peuvent éprouver des difficultés à identifier des actions agréables ou enrichissantes. Et cela est encore plus fréquent chez les individus souffrant de dépression, car il n'est pas rare qu'ils soient restés inactifs depuis longtemps et que leur comportement ne soit pas orienté vers des tâches spécifiquement plaisantes. Dans ce cas, le thérapeute peut demander au patient ce qu'il appréciait de faire auparavant, quand il était plus heureux. Éventuellement, un calendrier d'activités peut être remis qui répertorie un certain nombre de tâches que la personne est susceptible de trouver agréables. Ce type de document peut être utile au sujet dépressif, car il n'implique pas un travail mnésique, parfois défaillant, et il regroupe des actions quotidiennes simples, souvent négligées, pouvant avoir un effet positif sur l'humeur, par exemple prendre un bon bain, écouter de la musique, manger une glace. Lors de la mise en place d'un calendrier d'activité avec une personne dépressive, il est recommandé au thérapeute de commencer à compléter le document avec son patient afin de l'y intéresser. Cela peut également donner au sujet l'occasion de poser des questions sur les tâches agréables à planifier ou sur les raisons qui les motivent. Dans certains cas, la personne peut éviter de s'engager dans des actions auparavant agréables en raison de prétendus changements physiologiques, une perte des capacités physiques, une déficience sensorielle par exemple, mais bien souvent prévaut principalement la crainte de tels changements. Il apparaît donc nécessaire de développer l'approche suivante, Palazzolo 2020. Déterminer le type d'activité dans lesquelles le sujet souhaite s'engager. Évaluer la condition physique ainsi que les aptitudes psychiques et somatiques du sujet. Évaluer la perception du sujet concernant ses propres aptitudes psychiques et somatiques.
Adapter l'activité envisagée au niveau de fonctionnement actuel du sujet. Il s'agit donc dans un premier temps de demander au patient de décrire son expérience en détail et d'écouter attentivement la description qu'il fait de l'activité envisagée. Il est important de surveiller également lors de l'entretien les signes non-verbaux et paraverbaux, le ton de la voix, la cadence du discours, le volume de la parole, les expressions faciales, la posture du corps, qui peuvent indiquer un quelconque intérêt ou plaisir. Dans un second temps, il est nécessaire d'évaluer la condition physique et l'état de santé global du patient, car les activités envisagées ne doivent surtout pas le mettre en difficulté ou pire, en situation d'échec. Dans un troisième temps, l'objectif est d'avoir une idée précise de ce que le sujet pense de ses propres aptitudes. Certains patients peuvent avoir des pensées dysfonctionnelles excessivement pessimistes à propos de leurs capacités, pensées qui ne correspondent pas à la réalité, soit par manque d'information ou compréhension, soit en raison de biais cognitifs liés à la pathologie. Par exemple, certains patients peuvent exprimer des croyances telles que « je ne me sens pas assez bien pour faire quoi que ce soit » ou « je suis trop fatigué pour pouvoir faire des efforts » ou encore « je n'ai que mes anciens amis pour jouer aux cartes ou sortir et ils ne sont pas en forme » et par la suite abandonner complètement les activités qu'ils pratiquaient auparavant. Enfin, dans un quatrième temps, il s'agit d'adapter l'activité agréable envisagée au niveau de fonctionnement actuel du patient. Après avoir identifié une ou plusieurs actions ayant précédemment apporté du plaisir au sujet, le thérapeute, qui reste créatif, doit intégrer la dynamique au quotidien de la personne. Le but est de permettre à l'individu de renouer avec le sens même de la dite activité, même si ce sens peut à présent être différent. L'objectif général est d'identifier le ou les domaines thématiques significatifs. Par exemple, le football, le jardinage, l'enseignement, et de le ou les réinscrire dans l'histoire actuelle de l'individu. Ce type d'approche est fort profitable à Didier, monsieur de 66 ans, confiné à son domicile, qui souffre de dépression. Didier éprouve d'importantes difficultés à identifier les activités qu'il trouvait agréables par le passé. Il reste la plupart de la journée assis dans son fauteuil devant la télévision. Lors des premiers rendez-vous, Didier mentionne à maintes reprises ses souvenirs d'enfance à Vincennes, et il revient sur le fait qu'il passait des après-midi entiers à l'hippodrome à jouer aux courses lorsqu'il était jeune adulte. Sa joie est perceptible, et le ton de sa voix devient plus aigu lorsqu'il aborde le contact avec les chevaux. Didier vit actuellement en province et il n'a pas la possibilité de se rendre à l'hippodrome. Cependant, il est abonné, sans le savoir car il regarde toujours les mêmes émissions, à une chaîne de télévision spécialisée dans les sports équestres. Le thérapeute propose alors à son patient de se remettre à faire des pronostics pour les courses de la journée à venir. Il s'agit bien entendu d'une approximation de l'activité, auparavant agréable, qui consistait à se rendre sur le champ de course afin d'évaluer les chevaux susceptibles de gagner. Mais malgré tout, Didier éprouve un grand plaisir à cet exercice et fait preuve d'une grande maîtrise. Cela lui permet par ailleurs de ressentir une certaine anticipation positive, car il attend avec impatience les résultats des courses du lendemain. Au-delà de l'action elle-même, cette tâche stimule des aptitudes que le patient n'exploite plus depuis plusieurs années. Une fois que le soignant et le soigné ont identifié des activités agréables spécifiques, ils réalisent ensemble le processus de planification de ces mêmes activités, et le patient s'engage à les entreprendre au cours de la semaine. Un calendrier prévu à cet effet est utilisé pour planifier des actions précises à des jours et à des heures spécifiques. Ce document ressemble beaucoup au formulaire de suivi d'activité, le sujet cotant son humeur pour la journée entre 0 et 10, 0 correspondant à l'état pas déprimé du tout et 10 correspondant à l'état le plus déprimé qu'il puisse envisager. À mesure que le patient remplit son calendrier d'activité, il lui est aisé de constater le lien existant entre la nature, la fréquence des tâches réalisées et l'évolution de son humeur. Il est conseillé au thérapeute d'utiliser le questionnement socratique si le dit lien n'est pas évident pour le sujet. Le questionnement socratique consiste à poser une série de questions bien orientées. Le thérapeute demande au sujet de considérer de nouvelles perspectives concernant sa propre personne et sa propre place dans le monde. Cette approche permet de mettre en œuvre une restructuration cognitive. L'objectif est de focaliser l'attention du soigné et du soignant sur les problèmes à traiter
de mettre à jour les hypothèses du patient, d'en tirer les conséquences possibles et de considérer d'autres perspectives pour comprendre et prendre en charge lesdits problèmes. Le thérapeute aide la personne à percevoir son souci différemment, à diversifier les possibilités thérapeutiques. Les questions de type socratique sont peu nombreuses et le clinicien peut s'entraîner à les poser séparément. Les plus fréquemment utilisées sont les suivantes. 1. Préciser les termes. Quoi, avec qui, quand, comment, de quoi s'agit-il exactement? Cela permet au sujet de focaliser son attention sur le problème à traiter et d'en délimiter l'ampleur. 2. Circonscrire le niveau de croyance. Les pensées ne sont pas des faits. Il faut évaluer le pourcentage de croyance. Je ne peux pas continuer à vivre sans elle. À combien de pourcents ne pouvez-vous pas vivre sans elle? À 100%. Mais vous êtes seul face à moi actuellement. Bon, à 90% alors. 3. Évaluer les conséquences. Cela permet de continuer à discuter les hypothèses du patient sans mettre forcément en doute la réalité des faits. Quelles sont les conséquences concrètes selon vous? Cela permet de relativiser sa pensée si c'est lui qui le dit. 4. Discuter l'évidence. On considère l'hypothèse du sujet dans un premier temps comme bonne, puis dans un second temps, on cherche les arguments en défaveur de cette hypothèse. Quels sont les arguments pour qui montrent que vous ne pouvez pas vivre sans elle? Et quels sont les arguments contre? 5. Chercher des solutions. L'objectif est ici de trouver d'autres possibilités, notamment en élaborant des pensées alternatives. Lorsqu'un tel processus de planification d'activités agréables est mis en œuvre, il est important d'être rationnel et de commencer avec des tâches faciles à réaliser. Cela peut aider à mobiliser le patient et à créer un certain élan comportemental dans un climat de confiance. En outre, des objectifs raisonnables, par exemple se raser, manger un bon repas, ont un effet immédiatement significatif sur un individu qui évite depuis longtemps toute dynamique personnelle gratifiante. L'activation comportementale est une approche simplifiée de la planification d'activités qui peut être particulièrement utile pour le sujet victime d'une altération de l'élan vital. Lors de cette activation comportementale, le patient identifie une ou deux activités susceptibles d'améliorer son humeur en peu de temps. Le thérapeute l'encourage à mettre en œuvre une ou deux actions seulement, sans ajouter d'exercices supplémentaires. L'objectif est de stimuler la personne et de rompre le cercle vicieux de l'inactivité. Dans un second temps, le sujet pourra mettre en œuvre un plan comportemental plus sophistiqué.